à ces critiques-là. Ces derniers temps, on a remarqué que beaucoup de responsables et de militants s'en prennent au fonctionnement de la justice. Qu'est-ce que signifie cette perception-là, négative en fait? Bon, je pense que c'est assez normal puisque, vous savez, il y a une forte attente des citoyens et du peuple sénégalais. Une soif de justice. Parce que pendant plusieurs années, les Sénégalais ont assisté quand même à un déni de justice. Il faut rappeler tous les crimes financiers qui ont été commis ces dernières années, notamment par le régime du président Macky Sall. Et j'en passe. Donc, il n'y a eu aucun traitement, aucune suite judiciaire. Les institutions judiciaires ont été dévoyées, ont été instrumentalisées pour des règlements de comptes politiques. On a vu également des dizaines de morts entre 2021, des meurtres, des assassinats, et des personnes assassinées sans faire l'objet d'autopsie, qui ont été enterrées sommairement, des disparitions, et tout cela, la justice, honnêtement, n'a pas fait le travail qu'il devait faire. Effectivement, après, il y a eu une loi d'amnistie, mais depuis lors, cette loi d'amnistie-là, avec notre loi interprétative, que le Conseil constitutionnel a censurée, mais il a interprété la loi d'amnistie pour dire que cette loi d'amnistie ne couvre pas tout ce qui est assassinat, meurtre et torture. Mais depuis lors, on attend également la justice sur ces dossiers-là. Et on a l'impression d'une certaine timidité aussi de la justice sur la question de la reddition des comptes. Maintenant, c'est une perception. Et quelle est la réalité de cette perception? Est-ce que c'est lié au manque de moyens? Est-ce que c'est lié, en tout cas, voilà. Donc, mais il y a eu des assises nationales quand même de la justice. Très bien. Et je pense que les conclusions doivent être appliquées rapidement, transformées aussi en réforme. Mais est-ce que cette soif de justice doit forcément conduire à une justice téléguidée? Non, par exemple, non. le fait de dire, bon, nous on était dans l'opposition, aujourd'hui on est au pouvoir, la justice doit nous être favorable. Non, ça je ne pense pas. Et je ne pense pas que ce soit la position du chef de l'État, la position du Premier ministre, du gouvernement et de nous autres, en tout cas de la majorité. Et pour nous, la justice quand même doit être indépendante, mais elle doit faire son travail. Et à l'égard de tous, les puissants, les faibles, voilà. Donc, et pourquoi je le dis, c'est parce qu'il y a des... Il ne doit pas y avoir de privilégiés. Très bien. Voilà. Parce qu'il y a des militants et même des responsables qui vont jusqu'à réclamer le départ du ministre de la Justice, ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a une certaine la nomination de responsables sur certains dossiers, au ministère de la Justice. Voilà, il y a une certaine célérité sur certains dossiers, il y a une certaine lenteur sur d'autres dossiers. Maintenant, le ministre de la Justice, il est dans un gouvernement. Tout le monde a le droit d'apprécier, quand même, les citoyens ont le droit d'apprécier le travail qu'il fait en tant que ministre et de donner leur opinion. Maintenant, c'est au président de la République et au Premier ministre, en tout cas, qui ont des prérogatives de par la Constitution, de choisir leurs collaborateurs. Maintenant, les citoyens, ils donnent leur opinion. C'est tout à fait normal. Et je pense que ça existe dans tous les pays également, qu'on donne des appréciations sur tel ou tel ministre selon votre, disons, votre sensibilité politique. Mais quand ça vient de Pastef, c'est un peu gênant, non? Non, quand on réclame la nomination, quand on réclame par exemple la nomination d'un responsable à la tête du ministère de la Justice, comme si, voilà, on devait... bon, je pense que, comme j'ai dit, c'est des appréciations. Oui. Il n'y a pas une position officielle de PASTEF à ce sujet-là. On n'a pas sorti de communiqué pour dire que le ministre de la Justice doit être de PASTEF ou ne doit pas être de PASTEF. Mais ce qu'on demande, c'est des positions personnelles. Voilà, ce qu'on demande, c'est que quand même qu'on prenne en compte cette aspiration des Sénégalais à la justice, parce qu'il y a un sentiment parfois d'injustice qui est là. Et le préambule de la Constitution, parmi ses principes, parle du rejet de toute forme d'injustice. Donc les Sénégalais veulent une justice quand même qui fonctionne à l'égard de tous, des puissants, des plus faibles, des plus vulnérables, mais que ce soit pas une justice sélective. Ouais. Et bon, c'est un processus qui est en cours, il y a une volonté, mais certains pensent que c'est encore lent. Et il faut en tenir compte, je pense que c'est des avis dont il faut tenir compte. Parce que la justice est rendue aussi au nom du peuple sénégalais. Très bien. Alors, la justice en rapport avec les libertés publiques, on a vu que l'opposition, enfin, dans ses prises de parole, a accusé la majorité d'être à l'origine des désaccords lors du dialogue sur le système politique.
sur ce point précis, notamment en ce qui concerne les articles qualifiés de liberticides, 80, 254 du Code pénal, etc. C'est vrai? Bon, vous savez, moi j'étais au dialogue, observateur dans la commission démocratie, liberté, droits humains, donc c'est de cette commission dont il s'agit. J'étais également le coordinateur du pôle de la majorité. Donc en face de nous, on avait une opposition composée vraiment des, disons, des vétérans de la politique, du Parti socialiste, du Parti démocratique sénégalais, de l'APR. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont traversé tous ces régimes, qui ont mis en place ce cadre juridique dont vous parlez, de ces lois qu'ils qualifient désormais de liberticides, qui réclamaient de manière sélective en disant oui, il faut enlever telle disposition, il faut supprimer telle disposition. Et je rappelle que l'objectif de ce dialogue-là, c'était un dialogue d'abord sur le système politique. Et dans notre commission, les principales disons, préoccupation, c'était la question de la rationalisation des partis politiques. La question du financement des partis politiques, du financement public, l'encadrement du financement des partis politiques. Et d'autres, la modernisation du système politique en général. Oui. Maintenant, bon, ils en ont profité pour introduire opportunément, un certain nombre disent, oui, il faut supprimer l'arrêté Ousmane Ngom, il faut supprimer tel article du code pénal, l'article sur l'offense au chef de l'État, l'article 254, l'article 80, etc. Alors que ce sont ces mêmes personnes qui ont intégré ces articles dans le code de pénal et dans le code de procédure pénale. Et ce que nous avons répondu lors de ce dialogue, c'est que nous n'allons pas faire, en tout cas, cette, disons, cette approche sélective. Nous voulons avoir une approche globale. Mais c'est du cadre général des libertés publiques, passer en revue tout ce cadre général des libertés publiques, voir ce qui est liberticide dans ce cadre général et faire une réforme générale. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de prendre de manière opportune ou de manière, disons, sélective tel point ou tel point, parce que ça vous arrange maintenant que vous êtes dans l'opposition. Est-ce que ces points figuraient sur les termes de référence? C'était dans les termes de référence, non? Oui, mais c'est eux qui les ont rajoutés eux-mêmes dans les termes de référence. Oui. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était la modernisation du système politique, la rationalisation des partis, la question du financement public des partis. D'ailleurs, le président de la République l'a rappelé, la plupart de leurs partis ne sont pas en règle. Ils ne disposent pas de bilan financier. Et le président de la République avait dit que s'il appliquait la loi de 1981, tous ces partis pouvaient être dissous. Nous, PASTEF, en tout cas, hormis l'année où on a été dissous, chaque année depuis 2014, on dépose nos bilans financiers, on respecte les règles. Et c'est de ça, c'est là principalement qu'il s'agissait. Sur ces points-là, on a eu des accords. Maintenant, sur les points, ce qu'ils ont appelé les libertés publiques, c'était ces 2 ou 3 articles qu'ils ont ciblés pour demander leur abrogation, leur suppression. Nous avons dit que nous voulons en tout cas faire un travail beaucoup plus exhaustif, un travail d'ensemble. Parce qu'en 2021, en juin 2021, la majorité de l'époque de Macky Sall avait introduit des dispositions beaucoup plus liberticides dans le code pénal et le code de procédure pénale, en qualifiant les manifestations de terrorisme. Ces dispositions existent toujours dans le code pénal et le code de procédure pénale. Ça existe, il faut qu'on le mette dans le panier et que de manière globale, de manière holistique, de manière exhaustive, qu'on examine en tout cas toutes ces dispositions liberticides et qu'on les nettoie du code pénal et du code de procédure pénale. Mais ce sont quand même des dispositions que vous avez combattues à l'opposition. Bien sûr. Les histoires de défense bien sûr, bien sûr. Nous n'avons pas dit que nous n'allons pas faire des réformes. Oui. Nous sommes dans le cadre des réformes, mais c'est des réformes structurées, des réformes planifiées, des réformes programmées, mais pas des réformes du coq à l'âne comme ça. Et ils n'ont pas de leçons aussi à nous donner sur ce plan-là, des libertés publiques. Parce que la plupart, d'ailleurs, c'était l'ancien ministre Oumar Sarr, qui a traversé le régime, qui était ministre sous Wade, qui a été ministre également sous Macky Sall, qui demandait la suppression d'articles pendant qu'il était ministre. Bon, c'est à ne plus rien y comprendre. Donc il y a un paradoxe de cette opposition-là. Et après, ils envahissent les plateaux pour faire les donneurs de leçons. Je pense qu'on n'a pas de leçons à recevoir d'eux. Ce ne sont pas des exemples, ni des modèles, ni des références. Paradoxe là-bas, mais aussi vous, vous êtes nous sommes au pouvoir.